lorsque Spider-Man 3 sort au cinéma, marquant ainsi la fin d'une trilogie impressionnante ayant révolutionné l'ère des super-héros dans le cinéma américain, le monde entier l'attend avec impatience. C'est le film le plus cher de l'histoire, avec un budget qui dépasse largement 250 millions de dollars. Sa bande-annonce promet un spectacle ahurissant, et savoir que Sam Raimi est toujours à la barre après 2 opus qui ont été un énorme succès à la fois public et critique, c'est quand même un sacré gage de qualité. Ce que le public ne sait pas à l'époque, arrêtez de regarder mes cheveux s'il vous plaît, c'est un peu vexant. Ce que le public ne sait pas à l'époque, c'est que toutes les belles promesses de Spider-Man 3, derrière se cache une production un peu intenable. Déjà marquée par 1000 divergences artistiques, notamment entre Sam Raimi et Avi Arad qui est le producteur du film, marquée par un scénario un peu brouillon et marquée par le fait que dans ce film doit avoir un personnage que Sam Raimi ne veut absolument pas, vous le savez, ce personnage c'est Venom. Hey, Parker. My God, Eddie. Ooh, my spider sense is tingling. If you know what I'm talking about. On le sait, Sam Raimi n'en voulait pas, il comprend pas ce méchant, il le trouve inintéressant, en tout cas inintéressant dans l'univers de sa trilogie à lui, et il a dû l'inclure dans son film malgré lui, et forcer son scénariste à tout changer un peu à la dernière minute. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir qu'avec des telles contraintes, Sam Raimi a quand même réussi à livrer un sacré film. Un grand film humain, spectaculaire, maîtrisé, à la mise en scène virtuose qu'aucun Marvel n'a jamais réussi à égaler, et là-dedans je compte Doctor Strange 2, principalement dans ses scènes d'action, principalement dans sa compréhension des personnages. Spider-Man 3 est certes plus imparfait que ses 2 prédécesseurs, mais franchement il roule encore sur 90% des blockbusters modernes, et plus important encore pour le studio, il a été un énorme succès au box-office. Harry. You knew this was coming, Pete. Près de 900 millions de dollars de recettes, c'est de loin le plus grand succès de la franchise. Et paradoxalement, des critiques un peu plus mitigées, des critiques même un peu plus violentes en fait. Mais vous le savez, franchement pour les studios, au fond, peu importe ce que disent les gens, peu importe ce qu'ils pensent du film, tant qu'ils ont payé leur ticket et qu'ils ramènent le flouze. Donc aucune critique ne fragilise vraiment l'idée et l'existence d'un Spider-Man 4. Et de toute façon, Spider-Man 4, il était lancé avant même le tournage du 3e volet. Le scénariste Alvin Sergeant, qui avait scénarisé le 2, avait signé pour écrire Spider-Man 3 et 4 dans la foulée. Donc du côté de Sony, aucun problème, c'est pas grave, Spider-Man 4 sera peut-être mieux réussi que le 3, et en plus, vu que le 3 a rapporté énormément d'argent, il n'y a aucun souci. Par contre, les critiques négatives sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Parce que Sam Raimi, les critiques négatives, il les subit, il les comprend, et il compte s'en servir pour réaliser une suite parfaite, une suite vraiment monumentale, une suite qui corrigerait tous les petits défauts du 3 et qui deviendrait le plus grand film de super-héros jamais réalisé. Sam Raimi il se lance dans le projet avec la plus grande des motivations et il engage autour de lui une armée de scénaristes pour aider Alvin Sergeant, et pas n'importe qui, notamment James Vanderbilt, c'est vraiment pas le dernier des cons, c'est aussi lui par exemple qui a scénarisé Zodiac. L'idée c'est de faire revivre le casting original, donc on va retrouver évidemment Tobey Maguire, on va retrouver Kirsten Dunst, et tous deux vont reprendre leur rôle et s'allier contre un ennemi que cette fois Sam Raimi adore, qui est le vautour. Sam Raimi, il le voulait même déjà d'ailleurs dans Spider-Man 3, et donc là, il a l'occasion de le mettre, il va le faire, ce sera l'antagoniste principal, et il sera interprété par John Malkovich. Bon écoutez, on est en 2008 et tout va bien, un réalisateur motivé qui voit l'occasion de rattraper les lacunes du précédent film, des producteurs très chauds, un scénario qui s'écrit peu à peu. Tout commence si bien d'ailleurs que Sony et Marvel et Sam Raimi commencent déjà à parler d'un 5e et 6e volet. On annonce direct la date de sortie, qui sera pour lancer la saison des blockbusters estivaux le 5 mai 2011. Et ça avance, Spider-Man 4 commence à naître sous la forme d'un storyboard qui nous permet de découvrir à quel point Sam Raimi voyait grand dans ses scènes d'action, notamment lors d'un affrontement entre le vautour et Spider-Man sous les yeux de Mary Jane, où c'est assez incroyable à dire, mais on sent déjà la patte de Sam Raimi qui est bien éloignée de ce qu'aura Marvel de la même scène quelques années plus tard. Mais vous le savez, dans cette série malheureusement tout n'est pas rose, et là quelque chose cloche. I will
always be Spider-Man. L'écriture du scénario s'éternise. Pourtant, mais il y a 5 scénaristes qui travaillent en permanence sur le projet en simultané. Et les versions du scénario qui sont fournies sont toutes retoquées, soit par le studio, soit par Sam Raimi lui-même. En décembre 2011, Spider-Man 4 n'a toujours aucune validation et n'a aucun scénario satisfaisant. Le film est censé sortir dans un peu plus d'1 an et demi, il faut vous rendre compte que là, vraiment, ça commence à devenir compliqué. Sam Raimi navigue à vue, il se raccroche à quelques séquences qu'il peut storyboarder, à quelques éléments du casting, bon on l'a dit, John Malkovich, mais aussi Anna Tawai qu'il rêve de voir en Black Cat, et ça me permet de répondre à une espèce de légende qui circule depuis pas mal de temps sur Spider-Man 3. Le problème de Spider-Man 3 n'est pas d'avoir trop de méchants, mais juste d'avoir un méchant dont le cinéaste se fout copieusement. Et la preuve, c'est que Sam Raimi veut repartir sur 3 méchants dans Spider-Man 4. Le vautour en méchant principal, autour duquel gravite Black Cat et le lézard, qui sera interprété par le prof de sciences de Peter, déjà vu plusieurs fois dans la trilogie. Hello. Mr. Parker, Dr. Connors here. Oh, Dr. Connors. How are you? Voilà ce qu'exige Sam Raimi, ces méchants-là et un scénario qu'ils fassent vibrer. Sauf que plus de 2 ans après le début du projet, ce scénario il arrive toujours pas quoi. Au bout d'une énième version un peu foireuse, Sam Raimi pète un câble. Son film rêvé, son film fantasmé, personne n'arrive à l'écrire. Et il est hors de question qu'il mette de lui et qu'il se décrédibilise comme il l'a fait avec Spider-Man 3. Sam Raimi quitte le projet en janvier 2010. Ça surprend personne. C'était vraiment la plus cordiale et la moins dramatique des ruptures. C'était juste qu'on avait une deadline et moi j'arrivais pas à avoir un scénario qui me satisfaisait complètement. J'étais très frustré avec Spider-Man 3 et je voulais que Spider-Man 4 soit vraiment le meilleur Spider-Man de tous. Je voulais finir sur une note très très haute. Mais aucun script ne m'allait et ça c'est de ma faute. Du coup j'ai dit à Sony, je veux pas faire un film qui est moins que génial, donc je pense qu'on devrait même pas le faire. Sam Raimi a eu l'intelligence de quitter le projet en bon terme avec les studios, ce qui est rare et ce qui est très important à Hollywood. De toute façon, Sony l'avait vu venir à des kilomètres et avait déjà su se retourner en prévoyant un script de secours pour un éventuel reboot depuis plus d'1 an. Et pour Sony, c'est un peu tout bénef, parce qu'embaucher Mark Webb et lui amener un script non négociable sur un plateau, c'est autre chose qu'essayer de lutter contre un Sam Raimi qui demande 30 versions du script sans jamais être vraiment satisfait. The Amazing Spider-Man sortira en juin 2012, soit moins de 2 ans après l'annulation officielle de Spider-Man 4. Sony n'a perdu qu'1 an sur son planning, et le reboot, qui accumulera des critiques assez élogieuses, même si évidemment c'est pas aussi haut que les premiers Spider-Man de Raimi, franchement les critiques de The Amazing Spider-Man sont pas mal. Ce film-là rapportera plus de 750 millions au box-office. C'est quand même un score très très honorable. Et nous, on a peu d'éléments sur ce qu'aurait pu être le Spider-Man de Raimi. C'est un film qui en fait, même Sam Raimi lui-même n'est jamais vraiment réussi à contextualiser et à conceptualiser. Peut-être parce qu'au fond, la fin de Spider-Man 3, exceptionnelle, tellement belle dans ce pardon final attribué par Peter au meurtrier de son oncle, elle n'a pas vraiment besoin de suite. Sam Raimi, il avait l'ambition, l'envie, trop d'envie peut-être pour se lancer sur un film qui n'aurait été que bon. Il est parti en bon terme avec le personnage de Spider-Man, ce qui fait de lui toujours la référence aux yeux du grand public des adaptations de Spider-Man sur grand écran. Mais son perfectionnisme nous a privés d'une des suites les plus attendues du cinéma américain et nous laisse avec une seule grande question: et si Sam Raimi avait réalisé Spider-Man 4 ?